Bonjour. Bienvenue, welcome. On va commencer avec the land acknowledgement. Nous reconnaissons que l'Ontario de l'Est, nous nous trouvons sur le territoire traditionnel non cédé des Algonquins Anishinaabe et sur le vaste territoire des Haudenosaunee. We acknowledge that in Eastern Ontario, we are on the unceded traditional territory of the Algonquin Anishinaabe and on the vast territory of the Haudenosaunee. So, welcome, good evening. I want to begin by thanking all the candidates for being here tonight and for putting their names forward in this important democratic process. Your participation ensures that voters have a voice and a choice in shaping the future of our province. A special thank you to the staff at the J.R. Brisson complex for hosting us this evening. Your hard work and dedication make events like this possible. I also want to acknowledge and thank TVC 22 for organizing this debate. Local media plays a crucial role in keeping our communities informed, connected, and engaged. In a time when access to accurate and relevant information is more important than ever, outlets like TVC 22 provide a vital service by ensuring local voices and issues are heard. And of course, I want to extend my gratitude to all of you joining us here in Casselman, a community that values civic participation and open dialogue. It's an honor for our municipality to host this amazing event and to support conversations that will help shape the future of Ontario. So, bonsoir à tous et tous et bienvenue. Je tiens d'abord à remercier tous les candidats d'être ici ce soir pour avoir posé leur candidature dans ce processus démocratique essentiel. Votre engagement permet aux électeurs d'avoir un choix et un voix et un choix pour l'avenir de notre province. Un merci tout spécial au personnel de complexe Glengarry-Prescott pour nous accueillir ce soir. Votre travail et votre dévouement rendent possible à des événements comme celui-ci. Je souhaite également remercier TVC 22 pour l'organisation de ce débat. Les médias locaux jouent un rôle fondamental dans nos communautés et nous tenons informés, connectés et engagés. À une époque où l'accès à une information fiable et pertinente est plus important que jamais. Des plateformes comme TVC 22 offrent un service indispensable en mettant en lumière les enjeux locaux et en donnant la parole à nos citoyens. Et bien sûr, je tiens à remercier chacun d'être vous et d'être ici, à Casselman, une communauté qui valorise la participation citoyenne et le dialogue ouvert. C'est un honneur pour notre municipalité d'accueillir cet événement et de soutenir les discussions qui façonneraient l'avenir de l'Ontario. A word on democracy. La démocratie, ce n'est pas juste un vote, c'est avoir une voix qui compte vraiment. Elle est forte quand les dirigeants écoutent, quand les décisions se prennent en toute transparence et quand chaque citoyen a le pouvoir d'influencer l'avenir. J'ai vu ma part d'appétit dans les jeunes qui pensent que leur voix ne compte pas, que rien ne changerait, peu importe ce qu'ils font. Je l'ai ressenti moi-même. C'est pourquoi je me suis présentée à la mairie pour créer un véritable changement démocratique. Et maintenant, assise sur l'autre côté de la table, je peux vous dire avec une certitude absolue, votre vote compte. L'appétit est dangereux car même quand les jeunes s'assentent à s'engager, les décisions continuent d'être prises, mais sans eux. Quand on ne se présente pas, quand on ne vote pas, on laisse les autres décider à notre avenir, à notre place. Cela ne change que lorsque nous, en tant que nos citoyens, refusons d'être passifs. Quand nous exigeons un leadership qui écoute vraiment. Être ici ce soir,
c'est la preuve que la démocratie est bien vivante, pas seulement lors des élections, mais dans les débats, dans les discussions franches et dans l'existence de reddition des comptes. Quand les dirigeants s'en tiennent devant le peuple, répondent aux questions difficiles et ils survint à la critique, nous renforçons la démocratie. Alors, utilisons ce moment pas seulement pour parler, mais pour fixer une nouvelle norme, une démocratie où le peuple mène, où la transparence n'est pas un mot à la mode, mais une façon de gouverner, où la reddition des comptes n'est pas une option, mais une obligation. Parce que la vraie démocratie ne se construit pas à huis clos, elle se construit ici, en pleine lumière, où chaque voix est entendue, où chaque préoccupation compte et où le véritable change commence. Democracy, sorry, that's the end of my horrible French reading, but I got through it. Democracy is more than just casting a vote. It's about having a real voice in shaping the future. It thrives when leaders listen, and we have that right here. When decisions are made in the open, and when every decision and every citizen is empowered to take part. But democracy only works if people participate. I've seen my share of apathy, people feeling like their voices don't matter, like nothing will change no matter what they do. And I felt that myself, which is why I ran for mayor, so that I could create democratic change. And now, sitting on the other side of the table, I could tell you with absolute certainty, your voice matters, your vote matters. Apathy is dangerous because when people stop engaging, decisions still get made, but without you. When we don't show up, when we don't vote, we let others decide our future for us. That only changes when we as citizens refuse to be passive, when we insist on leadership that listens. Being here tonight is proof that democracy is alive, not just in the elections, but in debate, in tough conversations, and in demanding accountability. When leaders stand before the people, answer the hard questions, and open themselves to scrutiny, we strengthen democracy. So thank you for doing that for us tonight. So let's use this moment not just to talk, but to set a new standard for democracy where accountability isn't the exception, but the expectation, where transparency is not a buzzword, but a way of governing. Real democracy isn't built in back rooms. It's built right here in the open where the people lead the way. So with that, let's begin. I will pass on the debate to the moderator. Bonsoir, j'aimerais vous souhaiter à mon tour la bienvenue à tous ici ce soir et remercier la municipalité de Casselman et la mairesse Geneviève Lajoie pour leur accueil chaleureux. Je m'appelle José Cadorette, je suis le modérateur du débat pour ce soir. Je vous présente notre journaliste Tania Maisonneuve qui posera les questions aux candidats. Nous sommes tous les deux employés de TVC 22. Good evening. I'd like to take my turn in welcoming everyone here this evening and to thank the municipality of Casselman and its mayoress Geneviève Lajoie for their warm welcome. My name is José Cadorette and I will be the moderator for this debate. I'd like to introduce Dania Maisonneuve, who will be asking the questions to the candidates. She's our journalist and we are both employees of TVC 22. Cet événement se déroule en français et en anglais, sans interprétation simultanée. Tout au long de la soirée, je commencerai mes remarques en français et ensuite je les répéterai en anglais. Ne vous en faites pas, il n'y en aura pas beaucoup. This event will take place in both English and French without simultaneous translation. Each time I will start my remarks in French and then repeat the same in English, and they will be brief. Cet événement est un espace inclusif et sûr qui permet un débat respectueux et aucun acte de harcèlement, de haine ou de violence ne sera toléré, évidemment. This event is an exclusive and safe space for a respectful debate. No acts of harassment,
hatred or violence will be tolerated. Je vous rappelle d'enlever le son de votre cellulaire ou de l'éteindre, s'il vous plaît. Cet événement est filmé en direct sur la chaîne YouTube de TVC 22. S'il y a des bouts de débat que vous avez peut-être manqués ce soir, la vidéo sera disponible en entier sur la chaîne YouTube de TVC 22 également. Please mute or turn off your cell phones. This event is filmed live on the YouTube channel of TVC 22, and if there are any bits of it that you've missed tonight, the video will be available on the YouTube channel. Les candidats. Il y a 7 candidats pour cette élection dans Glengarry-Prescott-Russell. Malheureusement, nous en avons seulement que 2 présents ce soir. Donc, vous avez la liste ici à l'écran des 7 candidats. Ici, ce soir, il y a Tyler Ryden du Parti vert de l'Ontario et Trevor Stewart du Parti libéral. Les autres ne sont pas là pour diverses raisons. Nous ne les a pas communiquées, les raisons. Alors, c'est tout ce que je peux dire sur ce sujet. So the candidates, there are 7 of them. As you can see, only 2 of them are present, Tyler Ryden and Trevor Stewart. Tyler from the Green Party and Trevor Stewart from the Liberal Party. The others haven't responded. We don't know why they chose not to be here tonight. So that's all that I can say about that. Comme vous le savez, il y a beaucoup de sujets que nous pourrions aborder ce soir, mais nous n'avons que 2 heures. Alors, nous avons donc dû en choisir 4. Les thèmes qui seront abordés au cours du débat sont les suivants. Excusez. Donc, il y a le logement abordable, les besoins de la communauté francophone, le développement économique de Glengarry-Prescott-Russell et les besoins des communautés rurales. As you know, there are many subjects we could tackle this evening, but we only have 2 hours, so we had to choose 4. The topics to be discussed during the debate are as follows: affordable housing, the needs of the Francophone community, economic development in Glengarry-Prescott-Russell, and the needs of rural communities. Le débat comme tel, chaque thème comptera 2 questions. Et chaque candidat aura 2 minutes pour répondre à chaque question. Après que les candidats auront répondu aux 2 questions, il y aura un petit débat de 5 minutes entre eux sur le sujet, le thème en général. Après une brève mise en contexte, notre journaliste posera ses questions aux candidats dans les 2 langues officielles. Les candidats peuvent répondre dans la langue de leur choix et répéter la même réponse dans l'autre langue officielle s'ils le souhaitent. Il nous restera probablement un peu de temps à la fin, étant donné qu'on a seulement que 2 candidats. Donc, vous pouvez peut-être commencer à penser à des questions, si vous voulez, que vous pourrez poser à la toute fin. So the debate will go as follows. Each theme will have 2 questions, and each candidate will have 2 minutes to answer each question. After the candidates have answered the 2 questions, there will be a 5-minute mini debate between them on the topic in general that is discussed. After a brief background, our journalists will ask the candidates questions in both official languages, and candidates may answer in their language of choice and repeat the same answer in the other language if they wish. We will probably have a bit of time left at the end for extra questions, since there are only 2 candidates, so you can start to think about perhaps a question you would like to pose at the very end of the debate. Je vais maintenant passer la parole à Dania pour commencer le débat. I will now pass things over to Dania. Bonjour tout le monde, merci d'être là aujourd'hui. Donc, le premier thème pour ce soir va aborder le logement abordable. So the first topic today will be about affordable housing. Le manque de logements abordables ne se fait pas seulement sentir dans les grandes villes, mais aussi dans les plus petites, comme à Hawkesbury et Clarence-Rockland.
Par exemple, une recherche faite cette semaine sur 3 sites web de location de logements a révélé qu'un logement de 2 chambres à coucher dans 5 municipalités de Prescott-Russell coûte un minimum de 1 750 $ par mois et dans tous les cas, il n'y en avait seulement qu'un ou 2 logements de disponibles à moins de 2 000 $. Une mère monoparentale travaillant à temps plein au salaire de 20 $ de l'heure aurait besoin de consacrer plus de 50 % de son revenu pour payer un loyer de 1 750 $. The lack of affordable housing is not only felt in big cities, but also in smaller ones like Hawkesbury and Clarence-Rockland. For example, a search this week on 3 housing rental websites revealed that a 2-bedroom apartment in 5 municipalities in Prescott-Russell cost a minimum of $1,750 per month. And in any case, there was only 1 or 2 units available at a rent lower than $2,000. A single mother working full-time at $20 an hour would need to devote more than 50% of her income just to pay $1,750 in rent. Ma question est donc, my question is, le logement est d'abord une responsabilité de la province. Quelles mesures le gouvernement de l'Ontario devrait-il prendre pour freiner les hausses de loyers? Housing is first and foremost a provincial responsibility. What steps should the Ontario government take to curb rent increases? Oh, Monsieur Stewart, qui commence. Je vais commencer par m'introduire. Mon nom, c'est Trevor Stewart. Je suis conseiller municipal de Hammond et Cheney, le quartier 7 de la ville de Clarence-Rockland. Je suis né, j'ai grandi ici, à Glengarry-Prescott-Russell, et j'y ai vécu toute ma vie. Les gens de notre région sont la raison pour laquelle je suis ici, sur cet étage. I want to make one thing clear. Take a look at the candidates that are on stage today. There are 7 people on the ballot. There are 2 people on stage. Listen to the people who are talking to you. Listen to the folks who show up for you when it matters, not when it's easy, but when there are critics. Listen to them. The people that are talking to you are the people who will be there for you when you need it the most. I will be there for you when you need it the most. On a besoin d'un gouvernement à Toronto qui est là pour nous autres. The Ford government has spent the past 2 years focusing on tunnels in Toronto and dodging an RCMP investigation. Alors que nous autres, on a de la misère à se trouver un docteur de famille ou à se trouver du logement abordable, justement comme tu l'as mentionné. M. Ford refuse de même se pointer dans notre région, après 7 ans comme premier ministre. Quand ça vient au logement abordable et que je vois des loyers à Hammond, la place où je suis né, où est-ce que j'ai grandi, puis il n'y a pas de loyer en dessous de 2 000 $, il y a un problème. The rents in our rural communities are almost higher than in the cities. We need to have a strategy that is tailor-made for us here in Eastern Ontario. Et puis c'est assez clair qu'on en a un. Nous autres, on veut éliminer les frais de développement. Ça peut ajouter jusqu'à 170 000 $ sur le prix d'une maison. On veut le remplacer avec un fonds d'infrastructure municipale. Pourquoi? Parce qu'en tant que conseiller municipal, je le vois. Growth doesn't pay for growth like it used to. Housing is now costing municipalities. Years of downloading from conservative governments has meant it that municipalities only have to raise taxes because it's their last option left. We need a partner with municipalities here in the Eastern region. We need a government that will be there for folks. And we need to eliminate the land transfer tax for first-time homebuyers, seniors, and not-for-profit home builders. Ça veut dire que les aînés qui veulent être capables de rentrer dans une place un peu plus petite peuvent le faire sans être taxés à mort comme qu'ils sont actuellement. On a besoin d'une stratégie faite justement pour nous autres dans l'Est ontarien. Parce que ça fait trop longtemps qu'on est en dehors des yeux du gouvernement provincial, puis c'est à peu près temps qu'on ait notre juste part ici, dans l'Est ontarien. Merci, M. Stewart. Je vais quand même donner 30 secondes à M. Ryden pour se présenter brièvement avant qu'il ait besoin de répondre à la question. Je suis désolé. Ah non, pas de problème. Merci pour ça, Joël. Bienvenue tout le monde. Merci pour venir aussi ce soir avec le chemin qui est plein de neige, mais c'est bon à faire. Et comme Trevor a dit,
C'est un peu triste que juste 2 candidats présentent en personne, mais c'est une trend qui est très, pour moi, concerning. Quand je vois la dernière élection, quand je fais le débat là-bas, je pense qu'il y a plus de personnes et plus de candidats. So, il y a un vrai défi. There's a challenge there we have to address, and well, we'll do our part. And I thank Trevor for coming out in person as well. Like, we have to step up for democracy. It's not a spectator sport. So, to answer the question, like you were all saying, the rents are going up. Le logement, c'est trop cher. Et je pense que les personnes comme qui est sur la POSPH, the ODSP, like if you're on a fixed income, it's even harder. You have to choose your meds, your housing, your food. So c'est très putting them in that kind of situation. It's not equitable. So we would certainly also get rid of the land transfer acts for tax for first-time home buyers. We would also remove a lot of regulatory barriers to the construction of different types of housing. Right now, it's the popular single-family home, but as Greens, we would say the cheapest would be infilling already in urban centers. Souviens que when you build a development, sure, the land could be cheap. There's other costs there we'll get to, but tu as besoin pour construire une rue, l'électricité, the sewer, and the water. So all that additional infrastructure has to be supported by the township going forward. If we're talking about building lots of homes and trying to bring down the price of housing, we have to go for the lowest hanging fruit, the ones that will be easy to build, and then also won't strain the resources of our towns further as well. And of course, we're looking at, say, we have families, we'll have houses for that, but seniors qui fait le downsizing, students, newcomers who are, just starting out. So what we want to do is remove development charges on homes that are under 2,000 square feet that are built within urban boundaries, and also creating an affordable communities fund that would cover housing and infrastructure costs. So there's a lot of good ideas, and Trevor's kind of saying the same thing, and I think ultimately the next provincial government, we just need to do what needs to be done. If good ideas, take ours, just do it. It has to be done. So how do you see your specific role as MPP in increasing the number of affordable housing units? Comment voyez-vous votre rôle spécifique à titre de député pour augmenter le nombre de logements abordables? Monsieur Ryden peut commencer. Notre stratégie est de travailler directement avec l'organisme non-profits, l'organisme sans but lucratif. And they have the expertise, so what we want to do is directly work with them, try and get funding to them, and try to remove the red tape so we can get these houses built. So looking at 250,000, 250,000 de maisons, les logements non-profit, sans but lucratif, co-op homes, et aussi 60,000, deeply affordable, permanent supportive homes that have wraparound supportive health care services like addiction services, mental health. Tu sais qu'environ en Ontario, il y a 80,000 people are homeless right now. That is in our country. No matter where, especially in a hard winter like this, that's unconscionable. So we would want to getting people off the streets is one thing, and that'll dovetail into safe injection sites, but we need to get them off drugs, but we have to get them into housing, and then into employment so they can get their lives back in control. So just to break down le coût, si un gens en mettre dans un hospital, if we have to keep someone in a hospital, that's about $30,000 a month. To keep someone in a jail, about $10,000 a month. In social housing, $4,000 a month. So if you're looking at societal costs, the social housing is actually the cheapest way to go as well. Getting people off the streets, becoming fruitful members of society again isn't just a one-step process. Il y a besoin d'une échelle. You need a step ladder to do it to completion. So that would be a holistic approach to it.
Mr. Stewart? Oui, écoute, en tant que conseiller municipal à la ville de Clarence-Rockland, je suis très familier avec le processus de bâtir des maisons. C'est pas juste des organismes à but non lucratif qui bâtissent du logement abordable. C'est certainement pas juste des gouvernements non plus. Builders are the ones that build homes. We need to be talking in quick and close consultation with our builders. And when I'm talking specifically to small and medium-sized developers, right? The people who live in our communities, who raise their kids in our communities, they talk to me about development charges. They tell me, look, I can't put up front, I don't have the cash on hand to put up front the number of the money that I need to build this sixplex that I'm trying to build next to my community. On a besoin de s'assurer qu'en éliminant ces frais de développement-là, on rend la construction de maisons plus abordable, pas juste pour les gens qui vont acheter cette maison-là, mais aussi pour les gens qui vont la construire. Parce que ce coût-là des frais de développement sont retombés automatiquement sur le consommateur, sur moi, sur toi, sur tout le monde autre dans cette salle ici. Puis quand on voit la situation de logement spécifiquement de nous dans l'Est ontarien, ça affecte qui à la vaste majorité? Ça affecte nos jeunes, ça affecte nos aînés, puis ça affecte les familles qui essayent de se bâtir une fondation dans nos régions. Moi, je suis tanné de voir des jeunes puis des familles s'en aller à Ottawa parce qu'ils ne sont pas capables de trouver du logement ici, dans nos communautés. Si on veut garder nos communautés en vie dans l'Est ontarien, we have to tackle the housing crisis. And we also need to be tackling and making rent more affordable by introducing fair, phased-in rent control. I've heard some horror stories from folks out in Hawkesbury who were rent-evicted. That needs to stop, full stop, and we need to put in place that phased in and fair rent control. Quand ça vient au logement abordable, quand ça vient à la construction de maisons, c'est pas juste une question des municipalités comme Toronto, comme Ottawa, c'est une question de nos municipalités et de notre futur dans l'Est ontarien. Nous allons donc commencer maintenant un petit débat de 5 minutes sur le thème du logement abordable en général. So we'll have a 5-minute debate on affordable housing in general. Le rent control, bien sûr, c'est dans notre plan. Un gouvernement sérieux, c'est dans le plan. So, good to hear. Aussi, si on parle de ODSP et POSPH, what we would do, and other parties have, well, I won't do the fun, but halving ODSP by half, making sure that fixed income people have a bit more breathing room. Again, serious governments are going to be looking into this. So I'm just looking for what oh, yes. One other thing is, not so much in ARIA, but it does happen, is certain homes get bought up and become short-term rentals, Airbnb. Une personne, acheter une maison et split en 4 et 4 units et une place sur Airbnb. Ça, c'est aussi what we would do is make sure that short-term rentals, higher regulations to try and prevent that. If you're going to have an Airbnb, it has to be your primary residence, or you can't just be buying up, multiple homes. Vacant home tax as well. If you're speculators and you want to buy up a group of homes and just sit on them, we're going to be upping vacant homes tax beyond 3 homes. I mean, reasonably, some people have 2 homes, but if you're basically getting in the market of just gobbling up for speculation, clamping down on that as well. So, la spéculation de le marché de la maison, c'est plate. Fais pas ça. I'll echo Tyler's sentiments when it comes to ODSP. We need to double it, and we need to index it with inflation. When I'm talking to folks throughout our region, je parle à des gens à Rockland, je parle à des gens à Hawkesbury qui me disent, écoute, I'm disabled, I can't work, I'm taking in $1,300 a month. In this economy, at the price of groceries, at the price of housing, these folks are in legislated poverty. These folks are human beings. They're our friends, our families, our neighbors. And here in Eastern Ontario, we don't let a neighbor down. When my community in Hammond was hit by the derecho back in 2022, people from across our village, from Navan to Sarsfield, from Rockland, were outside with their chainsaws helping folks out. Because that's what neighbors do. That's what we do here in Eastern Ontario. We don't let people down just because they might be at a disadvantage, just because their life might not be going according to plan. On est là pour un et l'autre dans l'Est ontarien. Puis c'est à peu près temps qu'on a un gouvernement qui reflète cette compassion-là. Que c'est pas juste des gens qui se concentrent sur les yeux de Toronto, constamment après 7 ans.
On est tanné de bâtir des highways et des tunnels de billions de dollars, alors que nous autres, on est stock ça à 17 pendant des heures puis des heures, jour après jour. On a besoin du temps de nous autres ici. And just to touch again back on the housing file, the landlord and tenant board must be addressed. The backlog that is currently put in place is ridiculous. Folks are not being seen within a year right now. They're facing rent eviction and they're not being put into courts within a year. Puis ça, c'est sans même prendre en considération l'aspect francophone là-dessus. Quand je parle au service juridique de Glengarry-Prescott-Russell, puis qu'ils me disent, écoute, la vaste majorité de nos clients qui rentrent, on dit qu'ils viennent d'Hawkesbury, c'est des clients qui parlent seulement en français, qui se font évicter, qui se font mettre dehors par leur landlord, puis qui ne sont pas capables d'avoir un procès en français. C'est un droit dans la loi sur le service en français. On est supposé avoir ce droit-là en tant que franco-ontarien, en tant que francophone. Et puis ce droit-là est en train d'être violé. Notre seule alternative, c'est de mettre en place une plainte à l'Ombudsman à l'Ontario. Et cette plainte-là, qu'est-ce qu'on fait avec? Absolument rien. C'est à peu près temps qu'ici, dans l'Est ontarien, malgré le fait qu'on est rural, malgré le fait qu'on est franco-ontarien, ça ne veut pas dire qu'on peut laisser nos droits les plus fondamentaux se faire violer dans les cours ontariennes. We need to make sure that we're equitable when it comes to the justice system, when it comes to housing, and we need to make sure that Eastern Ontario is taken into consideration, which it just hasn't been for the past 7 years. Merci. Vos commentaires, justement, portent sur le prochain sujet, qui est les besoins de la communauté francophone, the needs of the Francophone community. Je vais passer la parole à Dania. Donc, la première question. Un rapport récent du Conference Board du Canada révèle que le pays perd 35% de ses immigrants de langue française et selon l'étude, l'Ontario connaît un haut taux de départ de ses nouveaux arrivants. La question est, quelles mesures le gouvernement provincial devrait-il prendre pour freiner le départ des nouveaux immigrants francophones? A recent Conference Board Free of Canada report reveals that the country is losing 35% of its French-speaking immigrants, and according to the study, Ontario is experiencing a high rate of departure of these newcomers. The question is, what measures should the provincial government take to stem the outflow of new French-speaking immigrants? Monsieur Stewart. Excellente question. La municipalité de Hawkesbury, en ce moment, est devenue communauté francophone accueillante. C'est un programme mis en place par le gouvernement fédéral pour accueillir justement des immigrants de langue française. C'est un programme qui est censé augmenter la main-d'œuvre, bien sûr, mais aussi la population francophone hors Québec. C'est un programme, je pense, qui est absolument valorisant, qui a une bonne intention, mais quand que je parle à ces gens-là, qui viennent d'outre-mer, qui viennent s'installer à des places comme Hawkesbury, puis qui me disent, écoute, je suis content d'être ici, je suis choyé d'être au Canada, je suis choyé de me prendre un emploi, mais j'arrive ici, j'ai pas de permis de conduire, puis il n'y a pas de transport en commun n'importe où dans Glengarry-Prescott-Russell. Ils me disent, c'est difficile pour moi d'avoir un emploi quand je suis même pas capable de me déplacer. On a besoin d'être là et de rencontrer les minimums de ces gens-là, la base minimum. Puis ça, pour moi, ça commence avec nos municipalités. Quand je vois que nos municipalités ont des augmentations de taxes énormes qu'on n'a jamais vues dans les dernières années, il y a une raison là-dedans. C'est pas juste une municipalité, c'est pas 2, c'est pas 3. La vaste majorité des municipalités au travers Prescott-Russell ont vu des augmentations de leurs taxes énormes au travers la dernière année fiscale. Pourquoi? À cause du downloading des services provinciaux, à cause du refus du gouvernement provincial de redonner aux municipalités de notre région une bonne deal. We need a new deal as municipalities in Ontario. We cannot keep downloading services. We cannot keep raising taxes. Folks have it at the neck here. When we ask the provincial government to give us a new deal, what do we hear? Crickets. Crickets. We don't have the buying power that Ottawa has, that Toronto has. We need a government that will be there for municipalities. And here, by and large, when they're there for municipalities, they're there for immigrant Francophone communities because they have the capacity to put in place things like public transport, which are essential to those communities. Merci. Monsieur Ryden. Well, pour ça, avec les newcomers canadiens francophonie, bien sûr, les services en français
c'est aussi pour le service gouvernemental, sur le service comme la traduction et tout ça. Bien sûr, actuellement, on commence avec le Parti vert rétablir les indépendances de la commissariat au service en français, so bringing back the independence of the Francophone Commissioner for the French language, and just making sure that all the services that we do have in government, the translations, that we make it easy to see. And right now, that's, as Trevor's pointing out, a lot of newcomers, if you're coming in, trying to just get around. We don't have mass transit, which that would be, that's a little close to heart in the Greens as well, getting more mass transit. Realistically, we want to get housing taken care of and all the other things, but that's something to look forward. That's future thinking, which is good to see. Mais bien sûr, l'école en français, le français dans le soin de santé, le système médical ont besoin plus aussi dans le logement long terme pour les seniors. Aussi, je dis dans l'éducation, le support, le soutien pour l'école comme l'université de Sudbury, tout ça, c'est, comment rétablir, how do we reestablish and reinforce the culture and the language. So definitely our part as government was making sure that services, we put the funding in, and the money's there. And you probably have heard so much, but Ford has a $2 billion spa and a $10 billion tunnel, highways 413 in Toronto, a lot of big mega projects, of which for 413, for example, would only save 3 minutes of commuting time. A tunnel on the 401, give me a break. Let's take that money and fund things like the French services, our healthcare, affordable housing. The money is there, it's how we spend it. Merci. Question numéro 2. Since the closure of the Collège d'Alfred, there are no post-secondary institutions in Glengarry-Prescott-Russell. The eastern part of the riding is particularly disadvantaged by the distance to Ottawa. The question is, what would you do to encourage the opening of a francophone or bilingual campus in the riding? Depuis la fermeture du Collège d'Alfred, il n'y a plus aucun établissement postsecondaire dans Glengarry-Prescott-Russell. La partie est du comté se trouve particulièrement désavantagée étant donné la distance pour se rendre à Ottawa. Que feriez-vous pour favoriser l'ouverture d'un campus francophone ou bilingue dans le comté? Monsieur Ryden. Merci. So education, as with many of our systems, has been not getting proper funding. So, premièrement, une école post-secondaire, bien sûr, mais même notre école publique, our primary schools. So, la première fois, what we would do is increase funding by $1,500 and undo the Ford cuts. So we're looking at, he did about $3 billion in cuts that he did since 2018. And remember, those $200 checks that we all got, that cost us $3 billion. So if you just look in the big picture, we could fund the education of our next generation. So also, and this would speak to l'appellation des bâtiments, is reducing the repair backlog of Ontario Public Schools and creating a standard of good repair, building that up. Because right now there's certain buildings that are, let's say, have issues. Reducing class sizes, putting caps sur le grandeur d'une classe, juste à 24 étudiants, et pour le kindergarten, tu as 26 étudiants. And making sure that it's staffed with a full-time teacher and a designated early childhood educator. And also, and we'll talk about farming later, but this comes into it, is doubling the number of students that can access the student nutrition program and expanding it to be province-wide by 2030. And we'll kind of get to Buy Ontario later, but we can feed them with healthy, nutritious Ontario food. On post-secondaire, c'est pas pour nouveau bâtiment, but we would want to fund at least a year of tuition in college for the trades, so des gens qui
prendre l'enseignement pour devenir un carpenter et faire la construction. Well, the besoin, we need more trades to build what we want. If we're talking about a new transition economy, a clean economy, we have to have people with the skills to build this. Sorry. Monsieur Stewart. Oui, merci beaucoup. Quand on regarde au niveau postsecondaire, spécifiquement ici dans l'Est ontarien, spécifiquement aussi en français, c'est une situation, c'est un portrait un peu rough. Surtout dans les dernières années, quand je regarde dans le Nord avec l'Université de Laurentienne, qui offrait des services en français, qui a capitulé presque complètement. On a maintenant l'Université de Sudbury, qui désire son indépendance, qui désire d'être reconnue comme une école postsecondaire francophone, par et pour les francophones, et puis qu'on a un gouvernement provincial qui refuse de leur accréditer, qui refuse de leur donner cette manœuvre-là, d'opérer par et pour notre communauté. Ça me rappelle un peu des coupures qui ont été faites durant le Jeudi noir en 2018, quand le gouvernement conservateur de M. Ford a coupé l'Université de l'Ontario français, a coupé l'indépendance de notre commissaire de services en français. Je pense que c'est à peu près temps qu'on arrête de prendre les miettes que ce gouvernement-là nous offre et nous fait battre pour ces miettes-là. On est tanné dans l'Est ontarien de se faire donner ces miettes-là. Je comprends qu'on n'est pas Toronto, je comprends qu'on n'est pas Ottawa, mais on est des Ontariens tout pareils. Puis ici, dans l'Est ontarien, je pense que c'est une excellente idée de proposer l'application d'un campus postsecondaire ici. Je crois qu'on doit regarder à toutes les options possibles. Je pense aussi, quand tu dis de la fermeture du Collège Alfred, ça a eu un impact énorme sur la succession pour nos agriculteurs. Maintenant, si on a des agriculteurs, des jeunes agriculteurs qui veulent rentrer dans le métier, qui veulent être éduqués dans le métier, ils doivent aller à Guelph. Je crois que c'est la seule autre option qu'ils ont. On a besoin de ramener l'agriculture dans la salle de classe quand que ça commence au secondaire. On a besoin de revaloriser ce métier-là. Un métier qui est trop souvent oublié et trop souvent pas assez apprécié. On a besoin, encore une fois, ça rentre dans la main-d'œuvre de si l'Est ontarien est écouté, si l'Est ontarien a une voix à la table, l'agriculture et l'éducation postsecondaire en français en ont une aussi. Merci. Donc, nous allons commencer un petit débat de 5 minutes sur le sujet des besoins de la communauté francophone en général. Pour faire une adaptation de ça, dans le monde de l'éducation de l'agriculture, on perd Campbell, on perd Alfred. So, bien sûr, le trend, c'est même dans bilingue, c'est une histoire triste. De tout ça, la culture, pour le francophone, la fierté de peuple. J'ai pas plus que Trevor a déjà dit et je m'ai déjà dit, mais c'est bien sûr l'esprit pour moi pour attendre. Et je sais mon franglais, désolé, mais vraiment dans les politiciens, c'est vrai esprit pour attendre ton enjeu, t'entendre quand tu dis. Maintenant, je pense le trend c'est plus on dit, c'est peut-être bigger city centric, c'est plus, la vision, c'est pas holistique et pas dans notre histoire. They're not taking our history and our story forward. It's so what I would want to do as a local champion is pour attendre and to bring it to Queen's Park to make concerns like bring up, we could use some more agricultural, another agri-college in our riding and have it bilingual or in French. So we need ears to bring the voices, to hear the voices to Queen's Park. Je veux juste dire avant, Taylor, tu t'exprimes bien en français. L'effort que tu donnes et le respect que tu donnes à la communauté francophone en t'exprimant en français est énorme. Donc, le franglais que tu dis, je le comprends. On parle chaque dans nos régions. Donc, merci. Merci pour ton patience. Puis, quand tu as parlé d'immigration francophone, le gouvernement ontarien, à l'instant, de M. Ford, s'est établi des cibles énormément faibles en immigration francophone, énormément faibles, puis ils ne sont même pas capables de les rencontrer. Pourquoi? Parce qu'ils ne mettent pas d'initiative. Quand je te dis que cette élection ici, c'est une question de priorité. Tyler l'a dit à de nombreuses reprises, l'argent est là.
il a raison d'une certaine façon, mais l'argent doit être mis dans ce qui est prioritaire. Et nous autres, dans l'Est ontarien, on a besoin d'être prioritaires. À nouveau, quand ça vient de notre francophonie, c'est pas juste une question de lancer de l'argent à un problème. C'est une question de respect. C'est une question de parler aux gens de chez nous dans la langue qu'on comprend, dans la langue qu'on a été élevé dedans, puis dans la langue qui est plus que juste une langue. C'est pas juste la langue de Molière. Moi, je dis dans nos ports, c'est la langue de la résistance, c'est la langue de nous sommes, nous serons, c'est la langue de Montfort, c'est la langue du Jeudi noir, puis ça restera la langue de chez nous. Mais on a besoin d'un gouvernement ontarien qui est là pour la défendre. Si tu regardes l'histoire de l'Ontario français, tous les grands avancements ont été faits sous des gouvernements libéraux. La loi sur les services en français, protection de l'hôpital Montfort, ici localement, les communautés, les centres de santé de l'Estrie, qui sont des hubs énormément importants pour la santé localement, ont toutes été avancés sous des gouvernements libéraux. Pourquoi? Parce que c'est un gouvernement qui nous respecte, qui nous écoute et qui nous rencontre dans nos communautés. On n'est pas traité comme... Moi, utiliser une autre expression. We're not treated like the fart in the room. On est traité avec respect avec un gouvernement libéral. Puis c'est justement une des grandes raisons que je me suis décidé de me présenter sous la tutelle du Parti libéral. Pourquoi? Parce qu'on est finalement respecté. Parce qu'on est gens qui nous écoutent. Puis écoute, c'est certain que c'est pas tout le monde qui va parler en français. C'est certain que c'est pas tout le monde qui parle en français ou qui répond bien. Mais je pense que c'est l'effort qui compte. C'est le respect qui est donné à cette communauté-là. Puis on a besoin, encore une fois, un gouvernement à Queen's Park et à Toronto qui respecte notre communauté, une fois pour toutes. Merci. Étant donné que vous avez besoin de parler beaucoup, n'êtes que deux, je vais vous donner une petite pause d'environ 5 minutes pour donner la parole à Renée Gratton, qui est la directrice générale de TVC 22 et qui va nous parler un peu de TVC 22 en attendant pour vous donner un petit répit. Si vous voulez vous dégourdir un petit peu, mais je veux réitérer, Taylor, merci pour ton franglais, mais ton franglais, c'est comme, on est super habitués, et puis on apprécie tous beaucoup l'effort. Les deux, je veux réitérer encore une fois le fait que tous les candidats ont été invités à maintes reprises, courriel, téléphone, et puis le fait que vous êtes ici les deux ce soir, c'est vraiment grandement apprécié. En fait, j'étais sur le YouTube, ça varie entre une vingtaine à 26, 27 personnes, mais il y a un commentaire qui était fait justement, Julie Douglas, bravo à messieurs Stewart et Raiden pour nous permettre à apprendre davantage sur eux. Donc, il y a des commentaires. Coralie Leduc dit « Social, not-for-profit housing is so important. Let's make them multi-generation, bring communities together. » Alors, s'il y a d'autres commentaires, on va les partager avec vous. Mais encore une fois, l'importance que vous y soyez. Puis les gens dans la salle aussi. Je veux prendre un moment pour souligner une couple d'initiatives et de projets qu'on fait à TVC 22 qui sont en ligne avec les sujets que vous adressez ce soir. Donc, comme vous savez, ou du moins je pense que vous savez, TVC 22 est une organisation à but non lucratif et puis on travaille beaucoup avec les jeunes. Donc, sur le code de logement abordable dans Prescott-Russell, Jade, qui est à l'arrière, Jade Laviolette, a fait une entrevue avec les comtés unis de Prescott-Russell. Et puis, sur notre canal YouTube, vous pouvez voir une section en français et l'autre en anglais, In Your Word, sur la pauvreté, donc dans votre quartier. Ensuite de ça, sur le sujet des besoins de communautés francophones, je veux mentionner que TVC 22 est 100% bilingue. Nos employés sont vraiment français, parlent français et anglais de façon courante.
Mais on reste, on est la seule télévision communautaire, pardon, OK. La seule télévision communautaire, en fait, station multimédia. Maintenant, avec les médias sociaux, on devient vraiment multimédiatique. Et notre contenu varie entre cette année, c'est un peu plus parce qu'on a eu une subvention le programme d'appui de francophonie, des affaires francophones ontariennes, pour une série documentaire sur la santé, que je vais revenir. Mais cette année, on va être environ 70% du contenu français local, original et local. Pour le point des écoles postsecondaires, on a un programme qui est en développement présentement, qui est sur l'intégration de l'éducation à notre plateforme d'information et communication. Vous avez remarqué qu'on a des étudiants du jeune monde. Je suis la plus vieille. Ben, moi, puis Josée, je pense. Ouais, c'est ça. On est fiers d'avoir le discount à la pharmacie, mais c'est moins drôle. Alors, on a des étudiants de la Cité collégiale, l'Université d'Ottawa, l'Université Carleton, mais on a aussi beaucoup d'étudiants du secondaire qui commencent avec nous. Puis, on a un programme d'éducation qui est en développement présentement. On travaille aussi avec des organisations sur différents programmes de soutien, des conseils, technologies de l'information et de la communication, puis aussi des ressources humaines à la culture. Puis, je veux pas manquer, je suis une fille d'Alfred. Ça fait que le collège d'Alfred, puis mes deux parents étaient au collège d'Alfred. Ça fait que ça me crève le cœur quand je vois cette place fermée. Mais Tristan a commencé une émission qui est style un peu plus investigation. C'est très long, ça demande beaucoup d'efforts sur les bâtiments publics vacants. Les bâtiments, mais aussi il y a des lieux. Il y a la plage de L'Orignal, pas la plage, mais le terrain de camping de L'Orignal. Il y a des bâtiments municipaux au travers de la région, provinciale, fédérale, je ne suis pas certaine, là, mais son émission s'appelle « Fissures au mur »,« Cracks in the Walls ». Alors, il a commencé, il y a un petit brin qui a été fait sur l'aréna de Rockland, mais on travaille aussi sur d'autres propriétés, incluant le collège d'Alfred. Ensuite, une autre partie très importante qui a été notée, c'est les infrastructures. Les infrastructures, c'est plus juste les routes, c'est plus juste les hôpitaux, les écoles. Maintenant, c'est nos modes de communication. Alors, tout ce qui est... Puis, on peut le voir, comme je dis, il y a une vingtaine de personnes et plus qui sont en ligne ce soir. Alors, l'importance de l'infrastructure. Puis, il y a un rapport qui a été fait, puis je veux souligner là, ce rapport qui a été fait par l'Université de Toronto sur les villes qui s'appelle « Community Media Infrastructure and the Right to Know and Tell ». In Canadian cities. Alors, c'est super important qu'on réalise que notre droit d'information, que l'information, la communication, c'est un droit, puis on est après le perdre. Alors, on a besoin de l'adresser au niveau de l'infrastructure. Dernier de tout, c'est, je peux pas manquer, excusez, vous me couperez pas là-dessus, c'est l'émission de Dania. L'émission de Dania et Benjamin, qui est l'approche gagnante, qui est une subvention pour une série documentaire de 6 émissions sur les besoins de santé et bien-être qui sont vraiment là, les priorités dans notre région. Alors, c'est toutes des choses que vous pouvez voir sur notre site Web. Et puis, je vous remercie encore une fois d'être ici. Merci. Donc, on poursuit avec le troisième thème, qui est le développement économique de Glengarry-Prescott-Russell, the economic development of the riding. Donc, la première question. According to the Council of the United Counties of Prescott and Russell, Eastern Ontario is a growing economy. However, this growth requires the development of municipal infrastructures.
Also, according to the Council, the infrastructure deficit for small rural municipalities cannot be adequately addressed through property tax revenue, restricted municipal borrowing capacity, and the municipality's limited ability to generate revenue. Furthermore, the Federation of Canadian Municipalities has calculated that municipal governments across Canada are responsible for approximately 60% of public infrastructure that supports our economy and quality of life, but only receive 10 cents of every tax dollar. My question is, where do you think the funds for municipal infrastructure development should come from in Glengarry-Prescott-Russell, and how should those funds be raised? La question en français. Selon le Conseil des comtés unis de Prescott-Russell, l'Est de l'Ontario est une économie en croissance. Toutefois, cette croissance exige le développement d'infrastructures municipales. Toujours selon le Conseil, le déficit d'infrastructures des petites municipalités rurales ne peut être comblé de manière adéquate par les recettes des taxes foncières, par la capacité restreinte d'emprunt des municipalités et par la capacité limitée des municipalités à générer des revenus. De plus, la Fédération canadienne des municipalités a calculé que les gouvernements municipaux à travers le Canada sont responsables d'environ 60% de l'infrastructure publique qui soutiennent notre économie et notre qualité de vie, mais reçoivent seulement 10 sous pour chaque dollar d'impôt. Ma question est donc, à votre avis, d'où devraient provenir les fonds nécessaires au développement d'infrastructures municipales dans Glengarry-Prescott-Russell et comment ces fonds devraient-ils être collectés? Monsieur Stewart. Oui, merci beaucoup. Une autre bonne question. You're on a roll. When I look at, this touches back on the subject that I was mentioning. When it comes to municipalities, they need a new deal. We are seeing property tax increases like we have never seen before. I'm a city councillor. We raised taxes 6.9% Clarence-Rockland. It's huge. It's never seen before and a lot in decades now. And municipalities across Glengarry-Prescott-Russell are doing the same, higher and higher municipal property tax. And I know that the councillors and mayors don't want to be doing that. But it's illegal for municipalities to run a deficit. The province can do it, the federal government can do it, we can't do it. We need to balance the books. The only levy they have to relieve that pressure is to increase property taxes. And this is after years of downloading services by the provincial government. This is after a refusal to renew the funding model and after a cut on many municipalities' provincial funding. Écoute, on est à un point où est-ce qu'on est en train de craquer en tant que municipalité dans l'Est ontarien. On ne veut pas voir des municipalités qui font banqueroute. Puis on le sait, on a des municipalités dans notre région qui font face à des enjeux énormes en matière d'infrastructure. Je regarde Casselman, ils ont un énorme besoin d'avoir une mise à jour sur l'infrastructure en matière de leur eau. C'est pas normal que les gens de notre région ont de l'eau brune qui sort de leur robinet et que le gouvernement provincial refuse de leur offrir de l'aide. This isn't normal. We have to stop accepting the failures of this government as something that's normal. On devrait avoir un gouvernement qui nous prend en considération en tant que petite municipalité. We don't have to be Toronto and Ottawa or another big city to have to get our fair share. It's time that we get a new deal for municipalities in Ontario. Merci. Monsieur Ryden. Bien sûr, we have to upload costs back up to the provinces that have been unfairly downloaded into our communities and municipalities, which include community housing, shelters, and also transit funding, hopefully eventually for our region. Also, we have to reinstate upper-tier regional planning authorities to ensure that there's a coordinated sustainable planning for building, housing that we need while protecting our agriculture and natural heritage. Increasing, plus augmentation de la collaboration ensuite between the municipalities and the province. And we have to grant municipalities autonomy if they want to implement revenue tools to fund critical infrastructure needs and services. And further to that,
The Green Party, we want to establish a $2 billion climate adaptation fund. And most of this would go to resiliency like our electrical networks that get knocked out in crazy windstorms like the derecho we had a couple of years ago. Or ice storms with, again, if we're having more mild winters on average, we have to build up that, our buildings and our services. So, and the money is there, as we said before, it's just where we spend it. So that's where we would be focusing on. So $2 billion climate adaptation fund and uploading back up to the provinces a lot of the costs that they've put on to our shoulders. Merci. Donc maintenant, c'est la question numéro 2. Malgré que le comté de Glengarry-Prescott-Russell se situe entre deux des plus grandes villes du pays, c'est-à-dire Ottawa et Montréal, et qu'il est desservi par une autoroute et un chemin de fer, il y a très peu de grandes industries présentes dans le comté. La question est, croyez-vous que la province devrait faire un effort pour attirer plus de grands projets industriels dans la région, ou vaut-il mieux les éviter? Despite the fact that the riding of Glengarry-Prescott-Russell is located between two of the country's largest cities, Ottawa and Montreal, and is served by a highway and a railroad, there are very few major industries present in the riding. The question is, do you think the province should make an effort to attract more major industrial projects to the region, or is it better to avoid them? Monsieur Ryden? And désolé, I'm going to try and start with English and faire un peu de traduction quand je go along. But there's an opportunity, again, with the Greens, we want to, definitely build out a grid, a clean grid. And kind of on we'll probably talk tariff wars with Trump and whatnot. But there's an opportunity. We already buy a lot of clean electricity from Quebec, and I would definitely strike up talks with them to do more interprovincial trade, knocking down some more interprovincial barriers, getting more clean electricity into our riding. There's a hydro intertie at Cumberland and Masson, and if we upgrade that, the cost would be about $220 million. But we can bring in 2 gigawatts of electricity. And I know, what does that mean? Well, if you think of the Pickering nuclear plant, that generates 3 gigawatts, and that's a sizable amount of electricity for that region. Imagine 2/3 of a Pickering coming into our riding of clean electricity, cheaper than what we generated here for, and we don't, so number one. So if we're talking about bringing heavy industry, that we want a clean industry, we have to electrify it, we have to run it off so we can get the power in. We had a bit of an issue with Casselman wanting to bring in a cement plant. We have to think there's carbon budgets to our growth. If we bring in industry, but then we kind of shoot ourselves in the foot, avec plus d'émissions, plus de pollution, même pas not only CO2, but if they pollute our waters, we have to think smartly on that. But if there's green industries, and I'll even give the benefit of the doubt, there's green cement where, for example, part of the process of cement uses a lot of natural gas in their kiln, but you can electrify that. So if you can bring in industry that has electrified a lot of their traditionally dirty processes, like see, for example, Evaco, they use arc, their arc melts the metal using electricity and not fossil fuel. So yes, we can do it, but we have to lay the groundwork, and Quebec could be a valuable partner in that. Merci. Mr. Seward? Ouais, quand vous demandez la question d'amener de l'industrie dans notre région, c'est quelque chose que j'ai vécu au sein du municipal avec la municipalité de Clarence-Rockland. Mais on a besoin de parler réalistiquement. L'industrie ne vient pas si l'incitatif de venir et de s'établir ici n'est pas là. On a essayé, on a beaucoup de municipalités tout au travers les comtés unis et dans les comtés de North Glengarry qui veulent avoir de l'industrie, mais qui ont des problèmes quand ça vient à la transportation, quand ça vient à la 17. Nous autres, en tant que Clarence-Rockland, si on veut avoir des grosses industries, puis on a de la 17 qui est un highway avec 2 lanes, qui est un highway avec une lane chaque bord, ça fait difficile en matière de transportation pour ces grandes industries-là. Malgré le fait qu'on a une main-d'œuvre qualifiée, qu'on a une main-d'œuvre bilingue qui est majeure dans notre région, surtout justement le fait qu'on est entre Ottawa et qu'on est entre Montréal, cette main-d'œuvre bilingue-là, on a besoin par contre d'avoir de ces incitatifs-là en place pour attirer cette industrie-là. Donc, est-ce que le rôle
la province, est-ce qu'elle a besoin de jouer un rôle là-dedans? Absolument, elle a besoin de jouer un rôle là-dedans. Les municipalités comme Clarence-Rockland, comme Casselman, comme Russell, je regarde Vars, le parc industriel, je regarde Clarence-Rockland qui se bâtit sur un autre parc industriel. We need to make sure that we are appealing as a municipality and as a region, right, to these businesses. Obviously, we need to ensure that they aren't detrimental to the environment that they're established in, but municipalities need it. They quite frankly need the commercial and industrial tax rate. They need it because we cannot keep levying these tax increases onto residences. We can't. Home buyers can no longer, and homeowners can no longer afford these drastic tax hikes. We need a helpline from the provincial government. And right now, they seem to only be listening to big cities. It's time for us in Eastern Ontario to start getting a voice at the table. Merci. So now a 5-minute debate on the topic in general of economic development in the riding. It's always a balance, right? And like you mentioned, expanding infrastructure, but doing so where you're not destroying the natural heritage. So that kind of dovetails sur un point, on perd beaucoup de la terre agricole. We're losing a lot of farmland to development. And reminds me of a story in Saint-Eugène 10 years ago. There was a solar park brought in, developed, and that was on the site of a 300-acre farm. Now we're losing about 300 acres of prime farmland a day. And that actually got me thinking. So a lot of my friends, the farm friends, they were protesting. You had billboards, no solar on prime farmland. And for me, I was a fan of solar. You know, le panneau solaire, qu'est-ce que le problème avec ça? Bon, mais la place que tu places le projet, c'est important. Where you put things matters. And so that's actually why the Greens, we want to put in protection for prime farmland. And because it is food security. That is our food security, and once it's gone, it is gone. But we would also want to make sure that beyond that, for our farming community, we would want to bring and buy Ontario products. So with an impending tariff war with the states, we would set up guidelines for government procurement, especially that, okay, for institutions or schools, hospitals, we're going to buy local food. We're going to support our local businesses. Let's get more local food hubs, plus de place pour faire la transformation de toute la nourriture. We're always shipping off our raw materials. Let's process here in our riding and send it out, and we can get a higher return on our investment when we export it, if we do any surplus. So it's doing it in a balanced approach. We definitely need the economy, the business on it. We can do it cleanly, and we can do it successfully. We have potential. We are an economic engine. Just in agriculture, we're a $50 billion economy. So sorry, Mr. Wright. Yeah. Give Mr. Stewart a chance. Sorry. Yeah, no, listen, hey, you've got some good ideas. But it's, yes. no, that's what the people are here for. But I think he's hitting on some really important points, right? When we talk about agriculture, I think it plays a vital role in economic development here locally. We need to start talking about agritourism and supporting it holistically. We've seen the United Counties throw in a couple initiatives. We should be bolstering that enormously, because our farmers, our agri-food producers, have excellent quality products that so many people could benefit from Ottawa to Montreal. We could become a tourism destination. And I know when I say that, folks giggle a bit, but it's true. We have places right in my backyard in Hammond Hill, which is the first carbon-neutral eco-tourism facility. It's fantastic. They've got yurts, they've got a golf center, a golf course, and they've got a small brewery. The beer's fantastic. I'm not going to say it's the best in Glengarry-Prescott-Russell, but it's the best in Glengarry-Prescott-Russell. Faut aussi miser sur le fait que les libéraux de l'Ontario, on veut s'assurer que les gens sont bien équipés pour bâtir des petites entreprises. C'est bon d'avoir la grande industrie, mais pour moi, le grand vivant de l'économie locale, c'est les petites entreprises, de nos voisins, de nos parents, de nos amis. On a besoin de s'assurer que commencer une petite entreprise, c'est pas aussi inaccessible que ce l'est actuellement. Nous autres, on va faire ça en coupant les taxes sur la petite entreprise en deux. Actuellement, c'est à 3,2 %. On va le couper à 1,6 %. And another quick point. When we talk about economic development, we have to talk about youth and the current rate of youth unemployment.
It is integral to our small businesses and to the future of our communities that young people are employed, that they get a good education, and that they get a good job. Right now in Ontario, we have the highest youth unemployment rate in Canada. This has to change. We have a plan to get that done by including 40,000 new co-op and ensuring that folks have an incentive to take on co-op students and to take on internships, because giving young people the tools that they need is not just giving them a future, it's giving our local communities a future. Merci. Any other quick comment? To that point, well, one more thing is, again, making an investment tax credit and unlocking business investments in Ontario needs to be done. So that'll be another little point to add. Well, if we want to talk tariffs, really starting to look at our trade partners, and I mentioned Liberia, the interprovincial trade, really tackling down, and I mentioned, buying power from Quebec, but we should, as a country, thinking of east-west electrical grids and what that potential could be. So there could be an economic development potential on a bigger conversation coming up. Merci. So we're up to the fourth theme, last theme, les besoins des communautés rurales, the needs of the rural communities. Et donc, Daniel va dire la question. Selon le site web de la ligne Santé Champlain, il n'y a, dans cette circonscription, parmi les services de santé, que 3 centres de santé communautaires, 3 cliniques d'imagerie, un service d'urgence dans le seul hôpital de la circonscription et aucun service de soins urgents ou de clinique médicale sans rendez-vous. La question est donc, pensez-vous que la circonscription est mal desservie et que proposez-vous pour améliorer les services de santé dans la circonscription? According to the Champlain Healthline website, in this riding, there are, among other healthcare services, only 3 communities health centers, 3 imaging clinics, 1 emergency department at the only hospital in the riding, and no urgent care or walk-in medical clinics. The question is, do you believe that the riding is underserved, and what would you propose to improve healthcare services in the riding? Monsieur Stewart. Merci. C'est le numéro 1 enjeu que j'entends au travers de cette campagne, c'est la santé. J'ai entendu des histoires d'horreur, que ce soit à Rockland, Hawkesbury, Embrun, Saint-Isidore, Limoges, Alexandria. Les gens attendent des 12 heures, des 14 heures dans nos salles d'urgence. Les gens attendent des 3 ans, 4 ans, 5 ans, 6 ans sur liste d'attente pour un docteur de famille. Something as basic as a family doctor should not be so hard to get. You shouldn't have to ask your cousin's girlfriend who knows a friend whose family doctor might be able to take you in. This isn't the reality that we should be living in Eastern Ontario. We have a plan and a commitment to get everybody in Ontario a family doctor within 4 years. It's ambitious, but it needs to be taken with the gravitas that it deserves. People are dying on wait lists. It's happening in our communities. J'ai entendu des histoires atroces. Puis je pense que qu'est-ce qui est intégral, c'est de bâtir une stratégie de santé rurale et francophone pour nous dans l'Est ontarien. C'est justement un engagement qu'on va faire, qu'on a fait dans notre campagne politique, c'est de bâtir cette stratégie-là, rurale et francophone, parce que nous autres, ici, dans l'Est ontarien, on a des difficultés, on a des enjeux qui sont pas comme le reste de la province. C'est pour ça qu'on a besoin d'une solution qui est faite pour nous dans l'Est ontarien. On top of that, we need to ensure that family physicians aren't spending so much of their time on bureaucracy. We need to reduce it. These people went to medical school to treat their community members. We need to let them teach. We need to let them treat their patients. We're going to be doing that by eliminating fax machines, by ensuring that technology and a fully integrated centralized patient portal is put in place. I look at the Family Health Hub at Clarence Rockland. It's something that we should be replicating across this province pour s'assurer que tout le monde, peu importe leur communauté, ont accès à un docteur de famille. Merci, M. Hayden. Nous devons arrêter. The core thing with Ford has been doing is gutting the healthcare system systematically, and we have to arrêter la privatisation de notre système de santé. We have to stop privatization and actually kind of reverse some of what he's done.
We have to increase the provincial funding for rural hospitals, and as you mentioned, and we have to cut the local cost sharing for funding these new hospitals in half. The other thing is expanding. So we want to actually provide a startup funding for family health teams. They give a bit more flexibility to these clinics that could offer things like social work, addictions care, physio, offering more and training up more nurse practitioners, des infirmières, j'ai oublié, mais nurse practitioners, that we can bring more people that can deliver healthcare quicker. And like Trevor was saying, because we have a similar plan of bringing in des médecins, 3,500 dans notre province. We want to get more spots in medical colleges. We have to talk with the colleges about there's a bottleneck happening right there. This will take time to bring in new talent. Also onboarding les nouveaux Canadiens qui avaient l'expérience et l'enseignant. They have the education. We just have to do medicine, but we just have to make sure that they're training. We onboard them in our system, and they can put them to work right away. And again, it's really just bringing in the funding, which I'll say it again, the money is there, it's where we spend it. That's the important thing to keep in mind. Merci. Question numéro 2. There has been no affordable public transit in the riding for 2 years. Only one private carrier offers a very limited and rather expensive service to Ottawa, and it only serves the communities of Casselman, Embrun, and Russell in this riding. There is no service along Highway 17. This means, for example, that a student from Rockland studying at the University of Ottawa or a senior from Hawkesbury who wants to visit family in Casselman must have access to a car and be able to drive it or have someone drive them there or take a taxi or Uber. The question is, what solution do you propose to increase public transit service in the region? Il n'y a aucun transport en commun abordable dans le comté. Seulement un transporteur privé offre un service très limité et plutôt dispendieux pour se rendre à Ottawa et il dessert seulement les communautés de Casselman, Embrun et Russell dans ce comté. Il n'y a aucun service le long de la route 17. Cela veut dire, par exemple, qu'une étudiante de Rockland qui étudie à l'Université d'Ottawa ou une personne âgée de Hawkesbury qui veut visiter sa famille à Casselman doit avoir accès à une voiture et pouvoir la conduire ou demander à quelqu'un de la reconduire ou encore utiliser un taxi ou un Uber. La question est donc, quelle solution proposez-vous pour augmenter l'offre de transport en commun dans la région? Monsieur Ryden. Merci pour ça. Actuellement, with that, there's been a lot, we want to definitely fund public transport. What we might have to look at is something to be flexible, and what we would, I would propose, this is more or less in our platform, but certainly in our mandate, might be more of a flexible fleet, municipally financed minivans that would work on an Uber basis. We certainly need to think that we had the PR Transpo that, unfortunately kind of folded during the pandemic, so we have to see what are the numbers, and it's a catch-22 for the ridership. So I think an incremental approach would be to see, start with a fleet and see if we can build it up. But I think a mobile Uber styled, not the predatory gig worker phase that they're having, but using that as a starting point to provide the public transit in our area. Merci. Monsieur Stewart? Il y a quelques années, le gouvernement Harris a downloadé la responsabilité a transféré la responsabilité de la 17 dans les mains des gouvernements municipaux à travers les comtés unis et dans la municipalité d'Ottawa. Je fais justement cet engagement ici ce soir que si un gouvernement libéral est élu, nous allons retransférer la 17
dans les mains de la province. C'est la première étape qu'on a absolument besoin de faire pour s'assurer que le transport dans nos régions, que ce soit du transport en commun ou que ce soit des gens qui utilisent leur véhicule pour se rendre travailler à Ottawa ou au travers de la 17, pour s'assurer que ça commence à fonctionner pour eux. C'est le pas dans la bonne direction. We've also committed to ensuring that we're going to widen the 17 and build a bus or HOV lane, which is a high occupancy vehicle lane. This again is a step in the right direction, in my view. On a besoin de s'assurer d'être ouvert à toutes les options parce qu'il y a des politiciens après politiciens après politiciens qui ont dit on va doubler la 17. Écoute, c'est pas un nouveau commitment, puis je veux juste m'assurer qu'on n'est pas en train de se fixer des objectifs que les gens ne vont pas rencontrer, vont pas être capables de rencontrer. On a besoin de regarder à toutes les options disponibles. Mais on nous aide prendre un pas dans la bonne direction. Pour ça, c'est de transférer la 17 dans les voies de la province. Puis quand que M. Ford s'est rendu à Ottawa pour transférer la 174, pour dire qu'il était pour transférer la 174 dans les mains de la province, les comtés unis n'ont pas été consultés pour la 17. La ville de Clarence-Rockland n'a pas été consultée pour la 17. We were never consulted on the 17. Ottawa got a voice. We in Eastern Ontario were ignored. Again, I think you folks might be seeing the pattern that I'm trying to sow here and saying that we need to have a government that actually listens to the interests of the people. And when building a regional transportation network, which I think we should be doing, we need to make sure we're learning from other people's mistakes, most notably OC Transpo, which have had a long list of issues in correlation with the LRT. I want to make sure we're learning from those mistakes and not repeating them. Merci. Donc, on est rendu au mini-débat de 5 minutes sur la question générale des besoins des communautés rurales. Needs of rural communities. So sorry, the question again? It's a general debate on rural communities. Oh, okay, yeah. So listen, I think as rural Ontario, we have specific needs, and right now they're just not being met. Quand je parle à des aînés qui me disent, écoute, moi la seule chose que je veux être capable de faire, c'est vivre chez nous au plus longtemps possible. Puis je veux être capable d'avoir l'appui du gouvernement. Puis encore une fois, je vois le gouvernement provincial qui nous ignore. We need to be increasing things like home care for seniors. It reduces the burden on our healthcare system. And we also need to be funding things like LTC homes. Je pense au centre d'accueil Roger Séguin, which provides essential services to the Francophone senior population here in Eastern Ontario. Ils ont 95% de leur financement complet. Il manque juste un 5%. Ce 5%-là, c'est la province de l'Ontario qui refuse, encore une fois, to just push them over the finish line, to ensure that the needs of seniors are finally starting to be met. Puis encore, je me prends, moi, à Hammond, les communautés de Hammond, Navan, Sarsfield, qui ont été frappées par le déréchaud en 2022. Des communautés en entier anéanties. J'ai vu des fermes en entier anéanties. J'ai vu des voisins que leur maison a été complètement aplatie. J'ai encore des voisins et des constituants qui vivent dans des motels parce qu'ils sont en train de rebâtir leur maison, qui sont pris dans les cours avec leur compagnie d'assurance. Puis eux autres, ils ont demandé de l'aide du gouvernement provincial, puis ils nous ont dit non. Ils ont dit oui aux autres communautés dans le sud de l'Ontario. Mais nous autres, dans l'Est ontarien, rien à l'exception de quelques dollars pour réparer les boisés. Écoute, we need to take our interests seriously here in Eastern Ontario. And right now, when it comes to public transport, when it comes to healthcare, when it comes to home care for seniors, we just aren't getting it done. He's right. He's right. I mean, and that's it. I mean, I don't want to be repeating a lot of it, but what I was saying earlier is that if we're serious about it, mega projects in Toronto, it's just not where we have to be focusing our attention. So I'll add to Trevor's things. And again, it's actually kind of encouraging to hear a lot of the similar kind of veins. It's kind of easier for us, I guess. We're kind of somewhat ideologically aligned on many things. But one thing I would want to put on the affordability in rural settings, a lot of us, we're talking about natural gas hookups, and there's obviously a charged issue with that, but it's a lot of people are counting it as a cheap form of heating. We want to provide actually a free heat pump. It's electrical based, but pound for pound, it would actually drive down home costs by 13%. We would provide these free for household incomes under $100,000.
If you're a household above $100,000, we would actually provide zero interest loans. So essentially what we're trying to do is get low-hanging fruit to bring down the costs in homes and also our mission. So it's a kind of a two birds, one stone situation. We have to also, again, revitalize our sectors and bring in, like I said, more processing, more of our food hubs to leverage it, and really as a government partner, stand up and to kind of set the example for how we're going to move forward, especially with buying and purchasing a lot of the products made here and helping make sure that we can get them and break down interprovincial barriers to sell our finished enhanced goods beyond them. And if you'll allow me, I just want to put things into perspective, right? That $200 check that we all received, and some of us didn't, me notably, that $200 check cost Ontario taxpayers $3 billion. Our plan to get everybody a family doctor would cost Ontario taxpayers about $3.1 billion. And when I say cost, I mean this isn't surplus that the government had. This is $3 billion added to Ontario's debt simply for an election bribe. The priorities just aren't at the right place. Une grosse partie aussi de délivrer pour les gens dans les milieux ruraux, c'est nous rencontrer où ce qu'on est. It's being there when it matters. En 7 ans comme premier ministre, M. Ford est jamais venu à Glengarry-Prescott-Russell, pas une seule fois. Bonnie Crombie est venu à Saint-Isidore, à Embrun, à Hammond. On lui a montré la bonne bière à Hammond. M. Ford, si on met Glengarry-Prescott-Russell dans son GPS, il ne saura même pas comment se rendre chez nous. Merci. Je vous remercie tous les deux de vos excellentes réponses, d'autant plus le public ne le sait pas, mais les candidats avaient seulement l'information sur les 4 thèmes choisis. Ils ne savaient pas quelles questions qui leur seraient posées, puis ils étaient quand même très bien préparés, je trouve. Oui. Cela dit, on a encore un petit peu de temps. Alors, s'il y a des questions du public, on pourrait certainement en prendre 2, 3. Les candidats auraient 2 minutes pour y répondre. Est-ce qu'il y a des questions? Puis si oui, s'il vous plaît, venir au micro en avant. Puis soyez un peu bref quand même dans vos questions là, pour permettre aux autres d'en poser. Very simple. How would you reduce poverty in our riding and reduce income inequality generally in Ontario? Well, so tax cuts to households making less than $65,000. And we would add, this would be the Green Platform, we would be asking the ultra-rich, this is people who bring in over 10 million, so that's a whole other world, but asking them to pay a bit more for their fair share to fund doubling ODSP and OW, so that way we're ending legislative poverty, and just bringing fairness back to the province. Yeah, I think the unfortunate reality here in Ontario is that a lot of folks who are living in poverty are disabled. It's something that throughout the conversations I've had, through my door-to-door, through the campaigning, it's the unfortunate reality that I've been met with when I talk to folks across our region. That's why I'm really supportive of the commitment that we've made to double ODSP, to index it to inflation, to make sure that we never roll back into the situation that we currently are in, right? $1,300 a month for somebody who cannot work is legislated poverty. And also want to, when you mention income inequality, it's a huge point because it has steadily risen time after time after time. I think it's absolutely impacted as well by the housing crisis, right? We see housing prices go up and up and up, and we've seen salaries stagnate. Ever since about the 90s, the salaries have continued to stagnate. We need to motivate the Ontario economy. We need to ensure that employers are going to be able to pay people livable wages, and livable wages, what they are today and what they were 20 years ago, are not the same. Our buying power, the cost of your dollar has been stolen away from us
time after time after time. The dollar that you had 20 years ago is not worth anything what it's worth now, right? You had so much more buying power years ago. We need to start tackling that. I think a big thing is ensuring that huge multinational corporations that we've seen the Ford government give billions to, we need to put an end to that. We need to ensure that those billions, those contracts go to Ontario-made companies and Canada-made companies, especially with the threat that we are facing from Mr. Down South. We need an Ontario and Canada-made strategy. Merci. Next question, prochaine question. D'abord, félicitations d'être ici. Merci à vous deux. Malheureusement, on n'a pas le candidat sortant qui aurait des comptes à rendre dans cet exercice-ci. Mais ma question, premièrement, mon nom est Marie-Noëlle Lantier, je suis présidente de Leadership féminin Prescott-Russell. Et il y a quelques années, il y a eu un féminicide, je pense que c'était en 2020-2021, dans le comté de Renfrew. Et le coroner du comté, dans son rapport, a recommandé qu'on considère la violence entre partenaires intimes comme étant une épidémie en Ontario. On a fait appel au gouvernement actuel pour justement déclarer l'épidémie de violence en Ontario et jusqu'à présent, c'est encore demeuré sans réponse. On sait que les femmes représentent plus de 50% de la population de l'Ontario, les femmes et les filles. Donc, si vous êtes élu, qu'est-ce que votre parti ou vous seriez prêt à faire pour reconnaître justement l'égalité des genres et améliorer la condition féminine dans la circonscription et en Ontario en général? Bien sûr, augmenter le finance, increase funding for women's shelter. And also educational awareness on that. Actually, I might take this opportunity. There's a Moose Hide campaign for men to stand up against violence against women and children, especially Indigenous women and children. So bien sûr, encore le financier qui est, pour cet effort, c'est the money's there. So we just bien sûr to bring it to where it needs to go. Oui, écoute, je trouve que c'est déplorable, la réponse qu'on a eue du gouvernement provincial par rapport à cet enjeu-là. Nous autres, dans la ville de Clarence-Rockland, on a justement déclaré la violence intime, la violence contre les femmes comme une épidémie. Puis on a besoin de le gérer comme l'épidémie que ça l'est. Quand je regarde des gens comme LFPA, Prescott-Russell, qui font un job énorme pour les femmes dans notre région, quand je regarde les Caprac, quand je regarde des places comme la Maison Interlude, qui veulent s'agrandir pour s'assurer que les femmes qui sont en train de s'évader de la violence, qui ont une place. Quand on était justement à la levée de fonds pour la Maison Interlude en décembre, j'ai été frappé par le nombre de femmes qui ont été refusées une place dans les foyers, dans nos régions, parce qu'il n'y avait pas de place. C'est inacceptable, c'est en train de coûter des vies, puis on a justement besoin de le traiter comme l'épidémie que c'est. Moi, si je suis élu, la Maison Interlude, c'est une de mes grandes priorités pour s'assurer qu'ils ont le financement qu'ils ont besoin pour faire l'expansion. Merci. Prochaine question. Next question. Hi, Phil with the Review newspaper, Van Cleek Hill. 2 questions, if I may? Sure. All right. So earlier, Mr. Stewart, you mentioned dealing with the backlog of the Landlord and Tenant Board. How would you do that, and at what cost? And then if Writing could also talk to that point. Yeah, for sure. A big thing is when you look at the courts right now, they are completely and utterly backlogged because the provincial government is refusing to hire the necessary judges to go through the backlog. And again, I touch on the point of the Francophone aspect of it, because there are currently, I believe, 2 judges that currently handle cases in French within the Landlord-Tenant Board. It is atrocious. We need to start serving folks equitably, especially folks who are going through that process, because I've seen through my own eyes, because I sat in on one of the trials, folks that
They said, okay, we'll render a decision at a later date, but we're going to continue on with the eviction currently. So these folks were now facing eviction, and they had to go once again through the court system about 6 to 8 months later, because that's what the judge said would cost for a trial. That's unacceptable, and we need to start funding equitably. And to that point, there's actually an act that Greens would want to pass, would be Keeping People Housed Act. That would introduce a rental registry, and we need to strengthen the rules and penalties for rent evictions and bad faith evictions. Also reforming the landlord and a tenant board, so cutting down the wait times, that's like Trevor said, to 1 year to 1 month. And we have to make sure that it's balanced for both renters and the landlords, and then making it more transparent as well. We would advocate for returning in-person hearings as well, unless it's otherwise requested by the renter. Strengthening parts of the Residential Tenancies Act, again with the state of repair for multi-unit buildings to ensure that the tenants have homes that are safe and kept in a good state of repair as well. We mentioned, so we would put a moratorium on the AGIs above guideline, those rent evictions that we were talking about. We want to stop that in its tracks. Extending financial support to, this is across Ontario, but 311,000 Ontario households via the portable housing benefit, and reinstating rent controls. And final question would be, what can the provincial government do to encourage younger people specifically to stay, invest, work, and grow in this riding? Thank you. Yeah, I think it's once again, when we start looking at that tailor-made rural strategy, that's exactly what I'm talking about, right? We've seen young people go to big cities to look for further opportunities. In my opinion, a big part of that is building communities that people, like you mentioned, can live in, can raise their kids in, but can also spend in, can have quality time with their family in. Bedroom communities, I don't want to become another bedroom community. I want to limit them as much as possible. I don't want folks to have to go to Ottawa to go to the theater. I don't want folks to have to go to Ottawa to entertain their kids. I want them to be able to do it here locally. Once again, I think that comes with ensuring that municipalities are properly funded to make sure that they can bring in, they have the tools necessary to bring in those businesses. The amount of times, as Councillor Framin and Jenny, that I hear folks tell me they want a gas station, they want a new corner store. Municipalities need to have the tools necessary to attract that business, and they currently don't have it. So again, it's taking into consideration Eastern Ontario, rural Ontario, and screaming at a government that currently only listens to Toronto isn't working. We need a change in government. And the concept of functional community hubs, right? And we have to remove zoning regulations so that a community store, a convenience store can be in a development, so you're not essentially in a food desert. Bringing the municipalities so funds, so these are two stories actually close to me. They involve Tim Hortons, both of them. Tragically, in Hawkesbury, we have a Tim Hortons on Highway 34 that's downstream from a bunch of houses, and unfortunately, a mother died about 2 years ago, going from a Tim's. You can imagine there's no sidewalks on this highway. Same in Van Cleck Hill, the high school I went to, the Lycée, VCI. As a high school student, I wasn't even thinking. We were going along the road to my friends for lunch. There's a Tim's now there, and high school students are going down this road with snow, right up, with semis going. We have to get sidewalks so that people can get to where they need to go to eat safely. So investing on just foundational things. Funding local libraries, things like community hubs where we go, and we don't have to go to the cities. We bring some vibrancy back, and we call it third places, where we can gather and be community as well. So just that, or foundational revitalization. Merci. Prochaine question. Next question. Sylvain Saint-Pierre de Glengarry-Prescott-Russell. Comment pensez-vous soutenir les centres culturels et les médias francophones de la région, entre autres comme le Chenail, TVC 22, ces organismes-là? Je sais que le Centre culturel Le Chenail fait face à beaucoup d'enjeux au sein des dernières années. Je crois qu'on a besoin d'avoir un gouvernement qui est attentif à ces enjeux-là, mais je pense aussi que les organismes
à but non lucratif, les organismes aussi de porte-parole francophones, justement comme Glengarry-Prescott-Russell, ont un énorme rôle à jouer là-dedans. Il y a beaucoup, puis j'ai travaillé un peu dans le secteur, je comprends, il y a beaucoup d'organismes francophones qui se battent pour, comme j'ai dit tantôt, des miettes en ce moment. Des miettes et des miettes et des miettes. Si on est capable de bien outiller ces organismes de porte-parole francophones-là, on sera capable de bâtir des communautés qui rayonnent en matière de culture et en matière d'art francophone. On sera capable d'appuyer des gens comme le Chenail, qui à ce moment n'ont pas d'appui. On sera capable d'appuyer des médias locaux et francophones comme TVC 22, qui ont, je sais qu'ils ont fait bien de la job, puis encore une fois, je vous donne une main d'applaudissement pour le travail que vous avez fait à rebâtir cet organisme-là. C'est pas facile, surtout dans l'environnement actuel en matière de programmes financiers. Donc, c'est d'augmenter justement ces programmes financiers-là pour s'assurer que ces organismes porte-parole-là, comme l'ACFO, seront bien outillés, puis seront pas obligés de passer 90 % de leur temps à appliquer pour des programmes et des subventions. Écoute, ils seront actuellement capables de donner une programmation aux gens dans nos communautés. Je le vois, là, j'ai des organismes qui me disent, écoute, on aimerait ça organiser, par exemple, justement, le banquet de la francophonie, mais on est en train de se battre justement pour une programmation, on a des ressources limitées, on a besoin de bien outiller ces organismes-là pour s'assurer la prolifération de la francophonie dans nos régions locales. Merci. M. Wright. Le bien financier. We need good funding, and we can make it happen. Merci. Prochaine question, next question. En tant que jeune francophone, j'aimerais savoir quel programme ou opportunité pouvez-vous offrir aux jeunes francophones voulant s'impliquer dans leur communauté? Excellente question. Écoute, on a absolument besoin, puis c'est une réalité que j'ai vécue étant justement jeune francophone, malgré les douleurs dans mon dos puis mes genoux, je suis quand même assez jeune. La francophonie pour la jeunesse, on a besoin, puis écoute, peut-être c'est des propos un peu controversés, mais on doit arrêter de battre la francophonie dans notre jeunesse. On doit s'assurer qu'on est capable de les attrayer dans la beauté de la langue française et de la culture francophone. Puis je pense que ça vient avec des programmes de valorisation francophone. Je pense aussi que ça vient avec notre système d'éducation. La francophonie, c'est pas juste des cours de grammaire. C'est quelque chose de tellement plus riche, de tellement plus grand. On a besoin de passer au travers de ça. Puis ça vaut aussi pour les anglophones. Les jeunes anglophones, il y en a beaucoup qui veulent apprendre la langue française, mais qui réalisent que, écoute, mon verbe avoir, mon verbe être, j'en ai assez, là. Écoute, on est capable de partager non seulement la grammaire, non seulement la langue, mais aussi la culture qui est en arrière de ça. Je pense ça va beaucoup dans l'éducation, puis on a besoin de le faire. L'éducation, spécifiquement en immersion francophone en Ontario, est en train de boiter. Elle boite, ça fait 7 ans. On a besoin de beaucoup mieux la financer qu'elle est actuellement établie. At that point, je ne peux pas pouvoir dire plus beau que ça, parce que yeah, so. Merci. Donc, je comprends qu'on a reçu quelques questions en ligne. Donc, René on a le temps d'en poser peut-être 2. Je peux te recommander TVC 22. Donc, une question ici de Eleanor Foy de Bear Brook. I'd like to ask you where you stand with respect to the child care in the rural areas, CWELCCs, which is the Canada-wide child care program, currently only funding licensed, opted-in licensed child care institutions which is not universal. Sorry, it's a little hard to read. So my question is, will you actively support a change in the funding criteria to direct pay parents so they may choose a choice of type of child care? Will you actively support a change in the funding criteria to direct pay parents so they may choose a choice of type of child care? I mean, I would certainly want to look at that because, I mean, if we're talking especially new parents, of which I'm one, finding an affordable child care is a big
part and problem to figure out, especially when you're, having to bring in the income and two working parents. So to that point, to not answer decisively on that because it's something I'd be speaking outside of my party on that, but I would probably want to look into that for sure. So I'll pass it on to you. Yeah, so rural communities like ours have enormously large challenges when it comes to childcare. I also look at Francophone childcare. The wait lists are enormous. The number of parents that I've been meeting at the doors who tell me, look, I applied for childcare. By the time I was accepted, my kid no longer needed childcare. That's not a system that's working for parents. I know that when the federal government implemented $10 a day childcare, it was a wake-up call for a lot of parents to realize that their childcare provider was not eligible for the federal program, and that $10 childcare program was not going to be applying to them. I think we need to be filling in those gaps. I think absolutely what was mentioned is one way to do that, but I want to be looking at all options. I don't want to necessarily get too tunnel visioned on that issue. We need to be increasing childcare spaces, specifically in rural and francophone communities like ours, and we need to be filling that gap that the federal government made with $10 a day childcare. Dernière question. Question. Donc, juste pour rappeler que les autres commentaires et questions, on va les envoyer. Donc, je vais prendre une des questions. Can the candidates elaborate on how they would or could develop electric car infrastructure in the area? Bringing in, in the short term anyways, or near to short term, short of building up our generation capacity, we have a potential provincial trading partner in Quebec. We already buy electricity from them. We should expand that. We can bring a lot of clean, cheaper electricity into our riding relatively quickly. And if we think in terms of, for example, in Saint-Eugène, where they've basically upgraded the grid at the solar park, they're very close to the 417. And actually, incidentally, someone has bought some commercial property and clear cut there. But the silver lining could be if you build a service station, you could service and set up a charging lot. Not only for travelers, for EVs, but if you set up a municipal EV fleet, once the municipal fleets age out and you replace them, why not have municipal fleets charge at these service stations so you build in the demand and you start building up your electrical network as you go along the highway. So that could be one way. I tell you what I won't do, and that's make a deal with Elon Musk. That's absolutely certain. Absolutely certain. There's many different, Yeah, absolutely certain. We absolutely need to be increasing the number of electric vehicles. I think there is somewhat of a consensus, at least throughout all levels of government, whether that be provincial, municipal, or federal, that we are heading in that direction. But I think we need to ensure we have the infrastructure in place to make it feasible, right? It currently isn't, specifically in rural communities. I think a big part of that is increasing domestic manufacturing of electric vehicles, because right now, at the current pace we are facing, we need to be increasing that, and we need to be working with municipalities to ensure that they are incorporating that electrified grid, like you mentioned, within their infrastructure, right? Whenever they're taking on new projects, whenever they're taking on new developments, we need to ensure that that's part, or at least it's part of the decision-making process, which currently it isn't, right? And it's no surprise. The first thing that the Ford government did when they came to power was cut the number of EV charging stations that were there across the province. This isn't a government that cares about the environmentalism, and it certainly isn't a government that cares about the future in terms of transportation technology. So cooperation with municipalities and no deals with Mr. Musk. We actually have in Quebec, there's Lion Electric, could be a partner, and why not get some manufacturing? I mean, it doesn't have to be just in Windsor. We can actually bring manufacturing up to our area. So there is potential. We just have to act act now. Thank you. So we have a little bit of time for you to give closing remarks. So I give you 3 minutes, 3 minutes chaque pour faire vos remarques de clôture. Mr. Ryden is first. Encore merci pour tout le monde qui vient ici. J'ai grandi dans cette circonscription.
mon premier job, actuellement, je suis, j'ai opéré, I ran a campground. I was a delivery truck driver with Bose. Good workout, by the way, for moving beer kegs around, and also took care of their organic compliance. And was a market gardener. So I grew up, all my jobs here, started my family here. There's a lot of potential, a lot of culture here, plein de potentiel. And I just want to help activate that, get our issues heard, and really bring a local voice to Queen's Park. And just the time is now. I know I kind of sound like a broken record on that, but things are tough now, and you never know if things are going to get worse or better. So we have to build up resiliency, support our local economies. We leverage the economies we have. On l'agriculture ici, we can grow healthy, nutritious food. We need to buy more Ontario. We have to get more into provincial trade, get some cheap electricity into our riding, and just develop the economic potential we have for a clean new economy, and make the existing economies we have thrive as well. There's more time than I thought we would be having. So just again, thank you for coming out. Remember, there's advanced polls voting on February 20th and 21st and 22nd? 22nd. And then on the 27th, le février, le 27, c'est la date pour le vote. So please go out and vote. And maybe I'll take this time to also mention, it's one of those things with voting. If you're not considering voting green, there is such a thing as strategic voting. In the electoral system we have right now, it is a thing. But if you don't intend to vote for any other parties, look at our platform. We fully costed it out. There are good ideas, and please take any good ideas you see. Any government who's serious, let's just make. We have the tools we can to make un avenir qui est brillant pour nous et notre enfant, pour les générations. Okay, so c'est ça. The people of this region are the reason I'm in this room on the stage here today. People here only ask to be given the opportunity to live the lives of good people, of honest people, of hard-working people. They only ask to be given a fair shot at living a good life, and I'm here to tell you that that isn't too much to ask for. Nous pouvons être prudents sur le plan fiscal, tout en soutenant nos soins de santé. Nous pouvons soutenir l'Ontario rural, tout en s'assurant que nos écoles sont bien financées. Ces choses-là ne sont pas mutuellement exclusives, mais c'est une question de priorité. Puis ma priorité, c'est vous. You deserve a local champion here in Eastern Ontario, especially as we are facing the current threat that we are facing from our neighbors down south, a relationship that we always trusted, a relationship and an alliance that we always held true has been disrespected. We need to hold fast and stand firm, because the only way to respond to a bully is to stand up to him. And I have every intention of doing that here in Glengarry-Prescott-Russell, fighting for the people of Ivaco, for the workers at Ivaco, who are going to be taking these steel tariffs right on the chin. Se battre pour nos agriculteurs qui vont essentiellement et définitivement être frappés par ces tarifs américains. Ils sont injustifiés, mais nous devrons riposter et riposter fortement. I'm proud of the unity that I have seen across this country and in this province for Canada, for Team Canada. We need to continue to support each other, especially throughout these times. And that's why it's so critical that we're in an election when we are. We didn't need to have one, but Mr. Ford thought that it would be politically advantageous to him to have one, because he thinks of himself. Il pense pas aux travailleurs d'Ivaco. Il pense pas aux agriculteurs de Saint-Isidore, de Saint-Eugène. Il pense seulement à lui et les gens de Toronto. And it's time for change. C'est pour ça que le 20, 21, 22 et le 27 février, le jour de l'élection, assurez-vous de voter pour la santé, un système de santé qui fonctionne actuellement pour nous dans les régions rurales. Vote for an education system that we can rely on. Vote for our fair share here in Eastern Ontario. Votez pour Trevor Stewart. Merci beaucoup. Thank you so much.
Merci, messieurs. Alors, sur ce, on conclut le débat de ce soir. Je vous remercie encore d'être là. Thank you again for coming. It was nice to see so many people here, especially on this cold, very cold evening. And, well, perhaps we'll meet again in another electoral debate on the other level sometime this spring. Who knows? Merci.